Bien, alors j'ai la joie de vous présenter Jean-Dominique Michel, qui est un grand résistant, qui a une vision totalement claire et objective et très clairvoyante sur la situation, et qui en plus est un homme d'une très grande humanité avec lequel j'ai toujours un grand plaisir à travailler. Et je vous laisse entre ses mains et c'est plutôt entre ses yeux éclairés. Merci Olivier. J'aimerais adresser tous mes remerciements aux organisateurs de ce colloque. Ça a vraiment été 2 journées absolument passionnantes. Et puis, la qualité des présentations, je me sens vraiment très fier et honoré de faire partie d'un groupe de personnes aussi intègres et compétentes. Et puis, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, c'est une évidence, malheureusement, que si nous vivions dans des démocraties et des États de droit, eh bien, tout ceci ne se serait pas passé et ceux qui l'ont mise en œuvre seraient déjà depuis longtemps en prison. Cela dit, en ce qui me concerne, j'ai eu un avantage sur la plupart des gens, c'est que ça faisait une quinzaine d'années que je travaillais plus spécifiquement le sujet de la corruption dans le domaine de la médecine et de la science. Et donc, j'avais déjà des masses d'informations sur les procédés criminels de cette industrie et de la lâcheté des systèmes qui la mettent en œuvre. Alors, j'ai préparé beaucoup de diapositives. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, donc il y en a sur lesquelles je passerai assez rapidement. Toutefois, vous trouverez les documents et les références correspondantes dans les documents post-conférence. Au mois de novembre 2020, le British Medical Journal, qui est la moins corrompue des 4 grandes revues médicales, a lancé un signal d'alarme, whistleblowing, le British Medical Journal, en disant « Nous sommes dans une période de politisation, de corruption », ils ont mis des guillemets, mais ils ne seraient pas vraiment nécessaires, et de suppression de la science. Et en disant les choses aussi clairement qu'il est possible de les dire, je vous ai extrait quelques citations. La science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle et elle est nuisible à la santé publique. Est-ce qu'il est possible d'être plus clair que ça? Et puis, en fin d'article, les auteurs relèvent que la politisation de la science est quelque chose de courant dans les dictatures ou les systèmes totalitaires, mais qu'elle est maintenant monnaie courante dans les démocraties. Le complexe médico-politique tend à supprimer la science pour engraisser et enrichir ceux qui sont au pouvoir. Et plus ces gens s'enrichissent et ont de pouvoir, plus les vérités dérangeantes de la science sont supprimées, avec la conclusion, lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. Novembre 2020. En toute bonne logique, si un éditorial aussi clair que celui-là est publié dans une des plus grandes revues, on pourrait s'attendre à ce que ça ait un certain écho. Eh bien, rien. Ni les médias mainstream, ni les gouvernements, ni les agences de santé, ni les sociétés médicales n'en ont rien fait, si ce n'est de faire passer tous ceux qui émettaient aussi des critiques face à la répression de la science comme étant des complotistes. Dieu sait si on l'a entendu. Et c'est un processus bête comme chou en psychologie sociale. C'est la stigmatisation. On étiquette des gens, on les stéréotypise, trumpistes, antisémites qui croient que la Terre est plate. On les sépare, il ne faut surtout plus leur donner la parole et on les discrimine. C'est exactement ce que mes collègues des universités sont en train de vivre. S'il y avait la moindre compréhension de ça dans la population et notamment les intellectuels, ça ne pourrait pas se passer. Dès qu'on colle une étiquette qui est stupide et désobligeante, il devrait y avoir l'immunité de dire « Oh, oh, ça ne marche pas ». Mais bon, ce n'est pas exactement ce qu'on a vu. Votre serviteur s'est fait tirer le portrait par l'Express. Alors,
Ce n'est pas du nombrilisme, mais c'est quand même intéressant. Il y a 3 choses intéressantes dans ce truc. D'abord, un expert autoproclamé. Il se trouve en toute modestie que je suis un des meilleurs connaisseurs de la corruption systémique dans le domaine de la santé aujourd'hui. J'ai 30 ans de carrière en santé publique, j'ai enseigné dans une quinzaine d'universités et de hautes écoles, j'ai créé des dispositifs en santé. Mais donc, ce journaliste ose dire que je suis autoproclamé, et parce que je dénonce la corruption, que je suis en guerre contre la science. Maintenant, un pays où, si vous dénoncez la corruption de l'État, on dit que vous êtes un ennemi de l'État, ça vous rappelle quelque chose? C'est évidemment la logique totalitaire dont parle Ariane Bilran. Il se trouve de surcroît que le journaliste en question s'est fait massacrer par Idriss Aberkan récemment dans une interview qui a été diffusée sur François et dans laquelle Idriss Aberkan a montré que ces gens qui se prétendent journalistes scientifiques n'ont pas la moindre formation, n'ont pas la moindre connaissance, n'ont pas la moindre compréhension de ce que c'est que la science. Et c'est eux qui viennent dire, mais parce qu'ils reçoivent des billets de leur hiérarchie, lui, il faut dire que c'est un grand scientifique et lui, il faut dire que c'est un charlatan. Alors, c'est assez amusant. Franchement, si aujourd'hui, vous n'avez pas au moins 1 ou 2 articles comme ça, c'est que vous ne dites rien de pertinent. Et puis, j'ai produit à peu près 800 références scientifiques à l'appui de mes dires, parce que je sais ce dont je parle. Mais évidemment, qu'étant un des meilleurs connaisseurs de la corruption, des déterminants de la santé et de la salutogenèse, je suis dangereux. Ça me permet de bien comprendre tout ce qui est en jeu. Mais donc voilà, on n'est jamais venu me chercher sur le terrain du fond, mais toujours les attaques personnelles, comme on les a toutes connues. Ce qui est aussi un processus connu, un procédé connu, et je vous renvoie à ce livre traduit de l'américain, un auteur, Lance DeHaven-Smith, qui a fait l'historique de l'étiquette théoricien du complot. Vous savez probablement que c'est une création de la CIA pour lutter contre ceux qui mettaient en question le rapport Warren sur l'assassinat du président Kennedy, qui est un rapport qui est juste incrédible. On ne peut pas croire que ce qu'il y a dedans est le mot ultime sur la vérité. Et donc, on l'a préfacé avec Ariane Bilran. Donc là encore, c'est des grosses ficelles bêtes et méchantes. Ce qui quand même est un peu questionnant sur le plan de notre civilisation, c'est que ça continue à marcher. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est autant agité? Et c'est là où moi, j'ai eu l'avantage de connaître ça depuis longtemps. C'est que la corruption au sein des systèmes de santé est universellement reconnue comme un problème majeur. Ici, vous avez la Commission européenne qui, aujourd'hui, est en train de magouiller de la manière la plus éhontée qui soit. Vous avez vu que Mme von der Leyen ne veut toujours pas donner les SMS de ses échanges avec son pote qui est à la tête de Pfizer. Mais voyez, il disait en 2014, la vulnérabilité à la corruption est généralisée, les commissions occultes et la corruption demeurent préoccupants. Voilà, la Commission européenne de l'époque était complotiste. Hein, l'ONU, même chose, rapport de 2017, rapporteur de la Commission des droits de l'homme, qui dit Healthcare among most corrupt sectors. C'est un des secteurs les plus corrompus qui soit. Il faut confronter la corruption et son impact majeur sur le droit à la santé. Avons-nous été privés de notre droit à la santé au cours des 2 ans et demi écoulés? On dit des fois que poser une question, c'est y répondre. Incluant plus de protection pour les lanceurs d'alerte et donner les moyens à la population de dénoncer la corruption. Alors, je vous laisse voir le traitement réservé aux lanceurs d'alerte. On voit que les recommandations de l'ONU ont été magnifiquement suivies par nos démocraties. Merci beaucoup. On pourrait continuer longtemps. C'est l'ancienne ministre de la Santé de l'Équateur, mais qui est aussi chercheuse en santé publique, qui dit « La corruption est imbriquée dans tous les systèmes de santé. » J'ai vu de la malhonnêteté et de la fraude partout, mais on ne fait rien. 2005, rapport de la Chambre des communes britannique, il a été beaucoup cité par Philippe Evin. C'est aussi vrai aujourd'hui ou encore plus qu'à l'époque. Et le diagnostic est absolument clair. L'industrie pharmaceutique trahit systématiquement ses responsabilités à l'égard de la population et des institutions.
Elle exerce une influence omniprésente, elle s'est infiltrée dans tout le système à tous les niveaux. Elle est hors de tout contrôle, ses tentacules s'infiltrent partout, il faut lui imposer de profonds changements. Ça fait un peu Octopus dans James Bond ou le Spectre. La différence, c'est que dans James Bond, Octopus ou le Spectre luttent contre les États. Ils ne sont pas dans les États. Rapport du Sénat, ça a été mentionné ce matin, suite à la crise H1N1. Rapport très critique sur l'action de l'OMS. Tendance à la pensée unique, pensée de groupe, biais dangereux. Très familier. Éléments de nature rassurante ont été disponibles sur l'épidémie, mais ils ont été écartés pour continuer à faire paniquer la population. Opacité de la gestion par l'OMS, conflit d'intérêts, conséquences sur les recommandations, nombre d'experts employés par l'industrie qui promeuvent et font du lobbying en faveur de la commercialisation de vaccins. OK ? Et je le dis souvent, en aéronautique, vous savez, vous avez des analyses post-mortem où on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais pour empêcher que ça se reproduise, pas pour avoir un crash encore plus monstrueux la prochaine fois. Et en fait, ce que ces rapports très bien ont fait, c'est qu'ils ont donné les clés aux corrupteurs de voir où il y avait encore des poches de résistance dans les États démocratiques, pour notamment par la corruption active, et Bill Gates est le principal corrupteur du monde académique et médiatique, s'assurer qu'il n'y ait plus de poches de résistance à ces endroits-là. Le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est allé exactement dans le même sens, alarmante la gestion de cette crise, et puis même chose, aux conséquences potentiellement désastreuses face à une pandémie plus grave. Donc tout le diagnostic était posé, mais personne n'a voulu en tenir compte. Alors, je pourrais vous sortir des centaines de références. De nouveau, tellement tout le monde sait, c'est l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais. Tout le monde sait que c'est un énorme problème. Pourquoi? Pour un ensemble de facteurs qui est ce que nous allons analyser maintenant. Le premier, c'est que les revues médicales ne sont pas indépendantes, elles ne sont pas libres, c'est le bras armé du marketing pharmaceutique. Et donc, alors même qu'elles prétendent faire de la science, dans l'immense majorité des cas, elles font de la pseudo-science ou de la science biaisée en faveur des intérêts qu'elles représentent. Un exemple particulièrement frappant, le Lancet a publié, excusez mon français, une merde, alors que c'est une revue à comité de lecture et que n'importe qui, moi comme d'autres, ça m'a pris 20 minutes à comprendre que c'était juste impossible. Donc, comment est-ce que le Lancet a pu laisser passer quelque chose de pareil? Comme vous le savez, il n'y a pas eu d'enquête. Et puis, le professeur de Zurich qui a participé n'a pas été inquiété, comme le rappelait mon ami Slobodan hier. Et puis, le Lancet s'est lancé dans une espèce de réflexion, dans des éditoriaux. Que pourrions-nous améliorer pour éviter que ce genre de choses, même si nul n'est parfait et que l'erreur est humaine, enfin, c'est de la foutaise. Ça, c'est de la corruption à l'état pur. Les anciens rédacteurs en chef des journaux médicaux le reconnaissent eux-mêmes. Le New England Journal of Medicine, qui s'est particulièrement caractérisé dans la crise du Covid en étant probablement la plus pourrie. Le BMJ, c'est le moins corrompu, mais le New England, c'est le plus pourri. Encore plus que le Lancet. Vous voyez, ancien rédacteur en chef, la profession médicale est achetée par l'industrie pharmaceutique. Je pense que c'est honteux. L'ancienne rédactrice en chef, il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie des recherches, ni de se fier à des directives médicales faisant autorité. Et elle ajoute, je ne prends aucun plaisir à cette conclusion à laquelle je suis parvenu lentement et à contre-cœur au cours de mes 2 décennies de travail. Là encore, est-ce qu'il y a moyen plus explicite de dire à quel point le système est pourri? Alors, Richard Smith, qui est l'ancien rédacteur en chef du British Medical Journal, avec son humour très british, s'est posé la question, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas assumer que les recherches sont frauduleuses jusqu'à preuve du contraire? Plutôt que de partir du principe qu'elles sont vraies, partir du principe qu'elles sont frauduleuses. Et en l'occurrence, il relevait quelque chose d'autre, c'est un constat que 20% de ce qui est publié n'a jamais eu de recherche en amont.
On vous dit qu'il y a eu des sujets, des statistiques, mais il n'y a jamais rien eu, c'est rien, c'est juste de la production littéraire. Alors ça, c'est le côté amusant. Dans le côté moins amusant, il y a évidemment cette référence à laquelle je renvoie tout le monde de Peter Gotche, qui est un des meilleurs connaisseurs des données médicales au monde, fondateur de la revue Cochrane pour la Scandinavie, qui a publié ce livre « Remèdes mortels et crimes organisés », comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les systèmes de santé. En français, c'est publié aux presses de l'Université Laval de Québec. Ça a obtenu le prix Basis of Medicine par la British Medical Association, donc l'association des médecins britanniques. Vous voyez, ce n'est pas marginal ou conspirationniste. Et que dit-il là-dedans? C'est que l'industrie a adopté le business model du crime organisé avec un mépris répugnant pour la vie humaine. Pour la petite histoire, l'Université Laval de Québec, qui vient de publier ça, a récemment suspendu un chercheur qu'on a accueilli dans le cadre du CSI parce qu'il avait osé poser des questions sur l'injection génique. C'est un des meilleurs spécialistes francophones de l'ARN non codant. Et donc, la même université qui a publié ça est en train d'appliquer le même procédé au bouc émissaire. Alors, Richard Smith développe dans BMJ Opinion, mais vous voyez, on est en 2013, ce n'est pas en 2022. Et en disant, il est effrayant de voir combien de similitudes il y a entre l'industrie pharmaceutique et la mafia. Les deux gagnent des sommes d'argent obscènes. Il n'y a aucune industrie au monde qui ait des marges aussi importantes que l'industrie pharmaceutique. Les effets secondaires du crime organisé sont des meurtres et des morts. Et les effets secondaires, même chose pour les pharmas. La mafia corrompt les politiciens et autres, tout comme l'industrie des médicaments. On sait à qui on a affaire. Alors, de nouveau, ce n'est pas un scoop. John Virapun était employé de Lilly pour la Scandinavie et lui, il a montré un des plus gros scandales de santé publique actuels, c'est les antidépresseurs qui sont vendus à la pelle en Occident. L'hypothèse sur laquelle reposent ces médicaments, donc que la dépression serait un défaut de circulation ou de production de sérotonine a récemment été démentie par une étude. Et puis, le seul effet réel des antidépresseurs qui peuvent avoir un effet placebo pour certaines personnes. Donc, entendez-moi bien, il y a des gens qui peuvent avoir commencé à prendre des antidépresseurs et trouver que ça leur a convenu. Mais si on parle en termes de statistiques et d'effets probants, les deux seuls qu'on constate, c'est la disparition de la libido et l'augmentation du risque suicidaire, en particulier chez les jeunes. Et ce que Virapun a dénoncé, c'est que quand il y avait un suicide de jeunes qui venait de commencer à prendre un antidépresseur, il versait 50 000 $ à un professeur d'université qui, sans même savoir de quoi il s'agissait, publiait un communiqué pour dire qu'il n'y avait aucun lien entre la médication et le suicide. Voilà le genre de procédé auquel on a affaire. Alors, c'est la première ou la deuxième industrie au monde, donc une puissance absolument incroyable. Et puis, même l'ONU en 2006 a aussi dit que c'était hors de tout contrôle, mais en disant que ça ne pourrait rien sans les médecins universitaires consultants, qui sont les énormes complices de ces procédés criminels. Alors, là aussi, tout ça, c'est disponible. Ça, c'est la liste depuis l'an 2000 des condamnations civiles et pénales des laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis uniquement. Près de 1000 condamnations pour 56 milliards de $ d'amende. Et évidemment, qu'on retrouve tous les copains. On retrouvera bientôt Moderna. Et puis pour Pfizer, 42 condamnations depuis 1995, 6 milliards de $ d'amende pour des motifs marketing illégal, affirmation frauduleuse, testing illégal au Nigeria, parce que là-bas, on n'a pas tellement le droit de bioéthique, donc on va faire des recherches sur des enfants et des adultes comme sur des cobayes, et puis corruption d'autorité. Donc, vous voyez, ce sont des firmes criminelles multirécidivistes et dont on nous a dit, mais faites-leur confiance. Sachant que l'entier des données qui ont été publiées pour prouver l'effet soi-disant positif de leurs injections géniques, c'est eux qui les avaient produites
et en cherchant à s'arroger un secret de 75 ans sur les données. Donc, voilà, il faut bien comprendre ce dans quoi on est pris actuellement. Alors, je vous rassure, Peter Gotche a été viré de la revue Cochrane et des enregistrements qui ont récemment été révélés montrent que c'était une machination contre lui. Il avait eu le malheur de s'opposer à Big Pharma. Ça peut aller même encore plus loin que ça, mais enfin, s'ils arrivent quand même à priver quelqu'un de son revenu et détruire sa réputation, normalement, ils devraient s'arrêter là. Mais bon, avec la mafia, on ne sait jamais. Alors, il faut qu'on gratte un peu plus. Cet élément criminologique, j'ai envie de dire, il est saillant. Et de mon point de vue, c'est la grande pièce manquante du puzzle à l'heure actuelle. Les médias font semblant que ça n'existe pas. Nous, on observe que la science est complètement truandée, mais il y a quelque chose de criminel derrière. Et donc, si la justice et les pouvoirs démocratiques ne s'opposent pas à ça, mais sont complices de ça, ça veut dire qu'on est dans un système criminel, politiquement. Cela dit, ça va plus loin. Et là, je vais vous présenter, c'est l'autre niveau, si vous voulez, qu'il y ait un socle criminel ou un plafond criminel, c'est une évidence. Mais après, comment se fait-il que tout le monde joue à ce point le jeu? Et ça, c'est le centre d'éthique SAFRA de l'université de Harvard, qui, pendant 3 ans, s'est intéressé à la question de la corruption institutionnelle, en lien en particulier avec les compagnies pharmaceutiques, et en mettant en lumière quelques éléments simples, mais qui permettent de comprendre tout le système. Première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas de la corruption au sens direct du terme. En Russie, par exemple, si vous voulez devenir professeur d'université, vous devez acheter le titre au doyen. Et puis, une fois que vous avez votre titre, vous faites payer les étudiants parce que votre salaire ne vous permet pas de vivre. Et ça, c'est de la corruption systématique. Ou au Maroc, les policiers arrêtent les automobilistes pour du bakchich parce que leur salaire de policier ne leur permet pas de vivre. Donc ça, c'est des systèmes corrompus. La corruption systémique, ça n'est pas ça. Il y a des gens corrompus, bien sûr, mais il s'agit de pratiques répandues ou systémiques, donc généralisées, généralement légales. La plupart de ce qu'on dénonce n'est pas illégal ou pas gravement illégal. C'est des accommodements avec la vérité. En France, par exemple, il y a une loi qui exige des médecins qui vont sur les plateaux télévisés qu'ils nomment leur lien d'intérêt avant de s'exprimer. Ça n'est jamais respecté, ça n'est pas poursuivi. Vous voyez, c'est toujours ces espèces d'entre-deux. Et puis eux disent, oui, mais un lien d'intérêt, ce n'est pas un conflit d'intérêt, ça ne nous interdit pas de garder notre indépendance. Donc c'est ces zones, si vous voulez, de clair-obscur, mais qui ont comme finalité de corrompre la recherche, la production de connaissances, la pratique de la médecine, bien sûr, la sécurité des médicaments et la surveillance de l'activité des pharma. Donc, ça entache tout. Les auteurs relèvent que les entreprises ont trouvé le moyen d'influencer et souvent de corrompre, alors là au sens criminel bien sûr, la recherche et les publications médicales, ainsi que les entreprises et organisations clés, les ordres des médecins, l'OMS, les agences de santé. Et c'est très finement observé. Le résultat de tout ça, c'est que les praticiens croient la plupart du temps qu'ils utilisent des informations fiables pour s'engager dans une pratique médicale saine, c'est-à-dire que le dernier échelon n'a pas conscience d'être malhonnête et de participer à une entreprise criminelle. Et les patients et le public peuvent aussi croire que leur droit et leur protection est assurée, alors même qu'on prescrit des médicaments inutiles ou dangereux. Et ça, c'était la thèse de Gotche. Il dit aujourd'hui, les compagnies pharmaceutiques intègrent les amendes qu'ils vont recevoir et les condamnations dans leur business model. Donc vous, quel que soit votre métier, vous payez le loyer des locaux que vous utilisez. Eux, ils prévoient les milliards de dollars d'amendes qu'ils vont devoir payer. Mais si, comme avec le Vioxx, par exemple, un remède permet de faire 12 milliards de dollars, Merck savait qu'il y aurait des dizaines de milliers de décès provoqués par le médicament, et des décès, c'est des mères et des pères de famille. C'est des grands-parents, des oncles et tantes, des enfants. Ils le savaient, ils l'ont mis sur le marché, 12 milliards de dollars de bénéfices, le temps que les autorités de santé réagissent,
Après procès, condamnation, dommages et intérêts, à peu près 1,5 milliard de dollars, ça laisse 10,5 milliards dans la caisse. Ça, c'est le mindset des gens qui sont aux commandes aujourd'hui. Alors, de nouveau, je ne peux que vous encourager à creuser cette matière. Elle est disponible, elle est passionnante. Il y a évidemment tout un travail vers les médecins d'influence psychologique pour qu'ils s'accommodent et ne percutent pas la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, évidemment, la promotion d'un discours sur les remèdes sûrs et efficaces. Ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est le ministre suisse de la Santé, ou plutôt le ministre suisse de la corruption en santé. Et vous voyez qu'en janvier 2021, il dit le vaccin est sûr et efficace. Ce qui est proprement scandaleux. Parce qu'à ce moment-là, on a 1 mois et demi de recul sur une technologie qu'on n'a jamais utilisée sur l'être humain. Donc, c'est juste impossible de dire une chose pareille. On pouvait espérer qu'il soit sûr et efficace. Moi, je n'ai rien contre. Si ça avait été sûr et efficace, je serais beaucoup plus content que je le suis aujourd'hui. Mais qu'un homme d'État ose dire une monstruosité pareille, mais de nouveau, il ne fait que répéter le marketing de Big Pharma qu'on lui a tendu en lui disant « c'est ça qu'il faut que tu répètes ». Et en fait, Richard Smith, qui, lui, a été vraiment au bout de l'histoire, montre que le problème, c'est que les carrières dépendent de la compromission. Et donc, ça n'est plus la vérité qui prime, c'est les intérêts personnels. Voilà un apparatchik de fonds de province, le président de la Société médicale vaudoise. Il touche de l'argent de Pfizer et traite les non-vaccinés de passagers clandestins qui vivent au crochet de la société. Maintenant, il faut savoir que si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit et prêt à faire le petit caporal servile des intérêts crapuleux, vous n'avez aucune chance de devenir président d'une société médicale, ni d'occuper un poste important. Et évidemment que la compromission va de fermer les yeux sur ce qui se passe jusqu'à y participer activement. Mais si vous avez de l'éthique et le pouvoir de vous opposer, vous n'avez plus aucune chance aujourd'hui dans ce système-là. Et si vous vous opposez franchement, on vous coupe les vivres, on détruit votre réputation et on cherche à faire de vous un paria. Ça, c'est la réalité du domaine médical aujourd'hui. Un autre très bel exemple, ce type est un danger public. Il dirige l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. De santé globale. Et il ne fait que recommander les mesures les plus violentes qui n'ont aucune justification scientifique. Porter les masques aux enfants les plus petits, en plein été, il a dit ça. On ne s'en sortira pas sans vacciner les enfants. Il n'y a aucune raison au monde de les injecter. Il trouve que le pass sanitaire, ça apporte une fausse sécurité, donc il faut carrément un pass vaccinal. Et moi, j'ai dit publiquement, il faut interdire à ce type d'occuper la moindre position de responsabilité jusqu'à la fin de sa vie. C'est un danger public. Et ce type, comme bien d'autres, est lui aussi un multirécidiviste. Vous voyez, dans la crise H1N1, il faut utiliser le Tamiflu dès maintenant. On a prouvé que le Tamiflu ne servait à rien. Il a fait des prédictions délirantes similaires à celles de l'Imperial College. Il a reconnu s'être trompé. Et il récidive droit derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment des gens qui, de mon point de vue, sont des crapules et sont des gens qui sont malhonnêtes et dangereux. Alors que les bonnes pratiques en santé publique, c'est que les mesures limitant les droits individuels doivent être strictement nécessaires. Ni le pass vaccinal, ni le masque, ni l'injection des enfants ne sont nécessaires. Raisonnables, elles ne le sont pas, proportionnées non plus, équitables, non discriminatoires, rien de tout ça, et communiquées de façon claire et non alarmiste, ben non plus. Donc vous voyez, on a une pratique qui est en contradiction totale des bonnes pratiques, des principes des bonnes pratiques, pardon. Alors cela dit, c'est sorti de partout. En Angleterre, les scientifiques, enfin les scientistes membres du groupe SAGE engagés par le gouvernement britannique, à un moment donné, on nous a demandé de produire des messages totalitaires pour entretenir la panique de la population, pour contrôler le comportement de la population. En Allemagne, même chose. En mars 2020, a commandé une étude pour créer la panique.
hein, trouver les moyens de faire paniquer la population, et l'opposition parlementaire a réclamé une enquête. Bon, ils se sont vraiment fâchés là. Hein. Ouh, je vous laisse deviner la suite, il ne s'est rien passé. Quelle est la définition du terrorisme? Terroriser la population pour arriver à ses fins. Donc, nous avons des gouvernements terroristes. Et pendant ce temps, les meilleurs experts au monde, les vrais connaisseurs, comme Raoult et Perron et Toubiana en France, je veux dire, ceux qui savent de quoi ils parlent, étaient démolis. Martin Kulldorff, professeur d'épidémiologie à Harvard, a parlé du fiasco de santé publique, du désastre. On ne pouvait pas faire pire. Et en relevant qu'une communauté scientifique qui s'engage aux ordres dans des procédés de diffamation, de harcèlement, de censure et d'attaque personnelle est une communauté scientifique qui est en train de se détruire elle-même et sa réputation. Ce que nous disait Ariane Bilran hier aussi, l'autodestruction est la pente naturelle de ces systèmes parce qu'ils sont fous. Ils sont devenus psychopathologiques. Jay Bhattacharya à Stanford est à peu près la seule université en Occident qui est tenue, notamment grâce à John Ioannidis et Jay Bhattacharya. Il parle aussi de l'échec catastrophique des politiques de confinement. On l'a vu ce matin avec toutes les statistiques, la mortalité a flambé avec les confinements, alors qu'on nous les a vendus comme étant ce qui allait permettre d'éviter la flambée des morts. Et, insiste-t-il, ce sont des bureaucrates et des financeurs qui ont poussé l'idée des confinements, on y reviendra, en créant l'illusion d'un consensus, en supprimant tout débat scientifique. Kulldorff se dit très justement, Sunetra Gupta, qui est à Oxford, est la meilleure connaisseure au monde de l'épidémiologie des maladies infectieuses. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas tourné vers elle pour lui demander quoi faire, mais qu'on s'est tourné vers Bill Gates, vers le docteur Tedros, vers Drosten, vers Neil Ferguson et Fauci, qui sont des gens qui n'ont pas le centième de sa compétence dans son domaine. Jay Bhattacharya, qui dit le New York Times devrait prendre ses responsabilités pour les campagnes de désinformation systématiques qu'ils ont mis en œuvre. Le New York Times, il dit, nous, on lutte contre la désinformation. Mais ils produisent de la désinformation, hein, et voilà, incluant bien sûr la destruction de scientifiques honnêtes et intègres. Alors, j'ai quelques petits exemples, ça c'est mignon. En Suisse, il y avait une période où il n'y avait vraiment pas beaucoup de morts du Covid. Alors, pour impressionner le peuple, on a fait des échelles allant de 0,2 en 0,2 morts. Hein, vous pouvez être à 2 tiers morts, à 2/5 morts, et puis tout d'un coup, oh, il y a un mort, alors là, maximum. Il faut y penser quand même. Mais il faut oser aussi. Hein? Fact-checking, on le sait tous, hein, les officines de fact-checking sont des officines de propagande et de désinformation. Reuters, qui a des liens très proches avec Pfizer, a été pris la main dans le sac un certain nombre de fois. L'agence France-Presse aussi, Laurent Toubiana, qui lui sait de quoi il parle, c'est le plus grand observateur de toutes les maladies respiratoires infectieuses depuis 30 ans en France. Il connaît ça sur le bout des doigts et il montre que les fact-checking de l'AFP ne sont que du mensonge, dans le but de ne pas laisser les bonnes compréhensions arriver en direction de la population. Ça, c'est gratiné. Le Temps en Suisse a eu son heure de gloire, un peu comme Le Monde en France. Et donc, il y a une soi-disant méta-analyse complètement frauduleuse qui a été produite par une équipe de Genève et Lausanne. C'était des jeunes chercheurs, même pas des doctorants, pilotés par des professeurs corrompus, notamment une grande amie de Karine Lacombe, qui ont fait un cherry-picking épouvantable dans une étude qui ne vaut pas un sou, et donc que le Temps présente comme la démonstration définitive de l'inutilité de l'hydroxychloroquine. Et un de ses auteurs, vous voyez, figure de la science francophone. Il a un parcours atypique. Oui, il a un vocabulaire atypique aussi. Voilà la manière dont cette personne s'exprime
sur Twitter. Alors, j'ai demandé au traducteur de, je sais plus, hein, sale con, les trolls de merde, je vous pisse au cul. Bah, on va lire. Hein. Les pré-prints finis à la pisse. Ferme ta gueule, réverbelle, retourne faire ta com foireuse. Je m'en bats les roustons d'être poli à force avec cette débile possino-orale. Vous puez la merde, complotiste François. Voilà le prometteur jeune scientifique que le quotidien Le Temps montre comme étant un exemple de la nouvelle science. Ah la vache! Ça ressemble un peu au syndrome Gilles de la Tourette, quand même. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation absurde où la presse a fait un travail dégueulasse, pour parler français, et pour ne pas permettre que les choses soient dites par d'autres canaux, ceux que les gens consultent, parce que les gens, à part ça, n'ont plus confiance dans la presse, eh bien, il y a eu de la censure massive sur les réseaux sociaux. Même le British Medical Journal a été censuré sur Facebook, hein, au motif que ça manquait de contexte. Et donc, Dieu merci, ils ont quand même réagi en disant « What the heck ?» comme diraient les Britanniques. Pfizer est bien sûr partenaire de la lutte contre la désinformation sur Facebook. Il ne faut pas laisser dire n'importe quoi. Et là, ça devient très intéressant. Les collusions avec l'administration Biden sont en train d'être mises en lumière de manière massive. Imaginez, ça veut dire que vous avez le gouvernement, le soi-disant contre-pouvoir de la presse et le soi-disant univers libre des réseaux sociaux qui se mettent d'accord pour empêcher qu'une science intègre parvienne aux oreilles du public. Et Dieu merci, alors oui, Google accessoirement participe allègrement au truc. Pour la petite histoire, ça m'a amusé. Je cherchais des références, voyez, pour vous les présenter. Donc, j'ai tapé Pfizer, Facebook, McKinsey censure sur Google. Votre recherche a donné peu de résultats pertinents. Donc, aujourd'hui, quel que soit le sujet que vous cherchez sur Google, vous allez avoir des centaines de références bidons qui vont faire écran pour que vous n'accédiez surtout pas à une information pertinente. Pour la petite histoire, Google disait « Don't be evil ». C'était leur slogan. Et donc, dégoûtés par la mauvaise science, les experts quittent en masse les agences de santé américaines. Bon, c'est déjà ça. Et puis, comme l'a relevé Bhattacharya, l'administration du gouvernement américain a été la source de désinformation numéro 1 de la population, envers la population. Il a eu besoin d'un vaste régime de censure pour imposer son idéologie de confinement, ce qui évidemment est en contradiction flagrante avec les droits fondamentaux, mais aussi le premier amendement de la Constitution américaine. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'en Europe, il n'y a à peu près plus aucun système judiciaire qui fonctionne, mais aux États-Unis, c'est différent, surtout sur des questions comme celle-là. Et donc, l'État du Missouri, l'État de la Louisiane, mais avec un certain nombre de chercheurs et de médecins de très haut niveau, ont porté plainte contre l'administration Biden, se sont vus donner à 2 reprises raison par des juges qui ont exigé que le gouvernement révèle toutes les personnes qui étaient en contact avec Big Tech pour mettre en œuvre cette censure et donne tous les emails concernés. Ils ont essayé de s'échapper en disant « Oui, mais Fauci, lui, on ne peut pas le donner. Décision de justice vient de tomber. Il a 21 jours pour donner l'ensemble de ses emails. » Alors, vous me direz, il va en détruire. Mais aux États-Unis, si vous détruisez des emails, vous êtes bon pour 20 ans de prison si vous faites choper. Donc, vous voyez ce que je veux dire. En Europe, mentir n'est pas un délit. Sinon, Véran, Macron et Berset seraient en tôle depuis longtemps. Mais aux États-Unis, si vous mentez sous serment, là, vous chopez 20 ans de tôle. Et donc, on est dans cette situation intéressante. Non, parce que justement, comme c'est un système fédéral, ça veut dire que chaque État a ses propres règles et des juges fédéraux de district peuvent prendre des décisions majeures. Dieu merci. Alors, les mensonges et fraudes, ils ont été tellement nommés que je ne vais pas les passer en détail. Juste rappeler, Laurent Mukeli, un éminent confrère du CNRS, a mis en lumière la doxa du Covid, donc cette narration fausse mais crédible si on ne prend pas le temps de la vérifier. Nous faisons face à un virus exceptionnellement dangereux, c'est faux, c'est l'équivalent d'une grippe moyenne à forte, ni plus ni moins. Nous n'avons aucun traitement efficace à disposition, c'est faux. Des mesures de contrainte lourdes et destructrices sont la seule manière de nous protéger, c'est faux.
Et donc, la seule chance de salut, c'est le vaccin, c'est faux. Mais évidemment que la personne qui n'a pas accès au fait que c'est faux, c'est crédible. On a vu que tout s'arrêtait. On a vu que les médecins ont dit non, non, l'hydroxychloroquine et l'ivermectine ne marchent pas. On a vu que la plupart des pays se sont barricadés, masqués, verrouillés. Et on a vu que le vaccin était venu très vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est redoutable, mais c'est du mensonge à l'état pur. Alors, on va passer très vite. Ça, c'est une compilation des recherches sur l'hydroxychloroquine. En vert, c'est ce qui a démontré des résultats probants. En rouge, ce qui n'a pas montré. C'est normal qu'il y ait un décalage, il y a un intervalle de confiance, comme on dit en recherche, mais il y a peu de médicaments actuellement sur le marché ou prescrits par les médecins qui aient cette somme d'évidence à leur appui. Ivermectine, encore plus. Une recherche vient de sortir au Brésil. Ça, c'est le degré le plus fiable de recherche. C'est une étude populationnelle rétrospective. C'est-à-dire qu'on a pris une population d'une ville et on a donné de l'ivermectine préventive et curative à une partie de la population et pas à l'autre. Et on a vu la différence, bien sûr, en appariant tout ce qui devait être apparié. 92% de réduction de la mortalité. Ça, vous ne pouvez rien trouver de plus puissant. Pourtant, les gens qui nous gouvernent et les autorités médicales continuent de dire qu'il n'y a pas de preuve en faveur de l'ivermectine. Vitamine D, effet majeur et massif, ça aurait été hyper simple à donner, ça aurait juste fait partie de la santé. Zinc, vitamine D, au moins ça. Ça permet de réduire massivement les hospitalisations et les décès. Les sociétés médicales et les hôpitaux universitaires ont été vent debout contre ça. Et d'ailleurs, Karine Lacombe en France a essuyé une plainte pour avoir nié cette réalité qui, de nouveau, aura tué des gens. Si la population avait suivi cette recommandation au moment où sa pertinence devenait visible, il y aurait eu des centaines ou des milliers de vies sauvées. Alors, bien sûr, comprendre que ça n'est pas perdu pour tout le monde. Test PCR, vous vous souvenez, même son créateur a dit que ça ne veut rien dire en population générale et ça ne doit surtout pas être utilisé comme ça. 8 milliards d'euros pour la France uniquement, daté en octobre 21. Gaspillage? Non. Roche, la pharmaceutique suisse, a carburé au test PCR l'année passée et fait un bénéfice record. Merci, monsieur, dame. À votre bon cœur. Et pour la petite histoire, alors que le test PCR est totalement non fiable, il génère jusqu'à 90% de faux positifs, une équipe de l'École polytechnique fédérale de Lausanne avait mis au point une machine qui permet de faire un diagnostic en quelques minutes avec une fiabilité complète pour un coût minime. Ça a été financé par la Confédération suisse et ça a été mis de côté dès le début de l'épidémie. Et des professeurs de plateau, Didier Pittet, des hôpitaux universitaires de Genève notamment, a prétendu ne jamais avoir entendu parler de ce dispositif de testing, alors que les créateurs ont dit qu'ils lui avaient parlé. La vie est pleine de mystères. Alors, Peter McCullough, qui est un des braves aux États-Unis, vient d'écrire un livre sur tout ça et en disant « Nous démontrons que c'était planifié depuis longtemps, que le complexe a intentionnellement supprimé toutes les formes de thérapie précoce en promouvant avec véhémence le vaccin, et les deux sont liés par la peur, la souffrance, l'hospitalisation et la mort pour faire accepter la vaccination. » C'est pour ça aussi qu'on n'a pas soigné les gens, qu'on les a euthanasiés ou qu'on les a tués, qu'on a créé tout ce qui était possible pour que les gens aient le plus mal possible pour qu'ils se précipitent vers le vaccin, évidemment. Alors, la conspiration, aujourd'hui, elle est établie. Elle sort de toutes parts. Et un des plus beaux exemples, c'est au mois de janvier 2020, Fauci, qui est le chef d'orchestre de la corruption aux États-Unis depuis très longtemps, reçoit le message de ses services. L'hypothèse la plus probable est que le SARS-CoV-2 s'est échappé du laboratoire de Wuhan. La plus probable. Et à ce moment-là, il dit non, non, ça, il ne faut surtout pas laisser passer. Il s'entend avec Francis Collins, qui est le directeur du National Institutes of Health, ou qu'il était à ce moment-là, et il décide
de commander à 27 virologistes de réputation mondiale une tribune publiée dans le Lancet, merci Lancet, où ils disent « c'est une hypothèse conspirationniste que d'envisager cela ». Donc vous voyez, là encore, le degré de crapulerie. Ce type sait que c'est l'hypothèse la plus probable. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on est sûr, mais c'est l'hypothèse la plus probable. Et il conspire pour faire publier, vous voyez, même dans le Daily Mail, on en parle. Et donc, un observateur de l'OMS, un expert, a dit que c'est vraiment de la voyoucratie, c'est une propagande scientifique, une forme de brutalité et d'intimidation en totale contradiction avec la méthode scientifique. Voilà les autorités scientifiques qui nous gouvernent et qui prétendent nous dire ce qu'est la science et ce qu'elle n'est pas. Alors, il y a toujours des idiots utiles pour se manifester. Pascal Wagner-Egger, qui est à l'université de Fribourg, il lutte beaucoup contre le complotisme, voyez. Lui, il avait dit, avant qu'on sache qu'il en était, pourquoi il était inutile, contre-productif et dangereux de croire que le Covid-19 pouvait s'être échappé d'un laboratoire. Et ce type est professeur d'université payé par mes impôts. Et puis, après, on a vu que l'essentiel des virologues concernés, 26 sur 27, avaient des liens directs avec le laboratoire Wuhan. Et beaucoup d'entre eux ont par magie reçu d'importants crédits de recherche après avoir signé la tribune dans le Lancet. Alors, vous voyez, heureusement, ID News et Le Temps veillent au grain. Hein. Les complotistes crient victoire, mais ils ont perdu. Non, 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 non. Mais voilà, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu une intention délibérée et fructueuse de réprimer tout débat scientifique autour du Covid. Le vrai consensus scientifique, ça a été la déclaration de Great Barrington. Okay. Vous voyez, 15 000 scientifiques, presque 16 000 scientifiques du domaine médical ou de la santé, presque 50 000 médecins, c'est le plus gros consensus scientifique au monde, qui ont souscrit à une proposition de Martin Kulldorff de Harvard, Shrunekra Gupta de Oxford et Jay Bhattacharya de Stanford, que je vous ai déjà présenté, qui rappelaient juste les bonnes pratiques, qui sont de ne surtout pas confiner, surtout pas masquer, laisser vivre la population le plus possible et protéger les groupes à risque. Eh bien, Fauci et Collins, encore eux, ont de nouveau conspiré en disant qu'il fallait absolument une démolition rapide et dévastatrice de cette proposition à partir de l'argument, il faut oser, qu'il s'agit d'épidémiologistes marginaux. C'est les meilleurs de leur domaine, à Stanford, Harvard et Oxford, et on dit que c'est des marginaux pendant qu'on promeut des imbéciles qui n'ont aucun crédit à leur actif sur les plateaux télé comme étant les vrais experts. Et tout ça est documenté. Hein. On a toutes les preuves de ce que je suis en train d'indiquer. Alors, pour aller très vite, il faut savoir que les mesures de confinement n'ont jamais fait partie des bonnes pratiques. L'OMS, en 2006, évalue la grippe espagnole en montrant que l'isolement forcé et la quarantaine sont inefficaces et impraticables, et il ne faut surtout pas faire ça. 5 minutes là. Non, beaucoup plus. Oh, pas du tout. Ça, c'est les bonnes pratiques. Il n'y a aucune observation en faveur de ça. Les conséquences négatives sont telles qu'il ne faut surtout pas aller dans cette direction. L'expérience a montré que les communautés confrontées à des épidémies réagissent mieux lorsque le fonctionnement social de la communauté est le moins perturbé, comme ils ont fait en Suède, en Floride, au Texas. Si l'un ou l'autre n'est pas optimal, une épidémie gérable peut se transformer en catastrophe. C'est ce que nous avons vécu. Merci, messieurs, dames. Ça a été confirmé par Ioannidis en décembre 2020. Il vient de ressortir un papier qui confirme ça. Il ne faut surtout plus jamais de politique agressive de confinement. Et ça commence même à sortir dans la presse. C'est le Sunday Times en Angleterre. Hein. On est en train d'admettre que c'était un désastre. Ça ne figurait dans aucun scénario pandémie. Ça figurait par contre dans le rapport de la Fondation Rockefeller en 2010. Rockefeller, dont Olivier Soulier nous a parlé hier matin, avec toute une technologie de comment enfermer les gens et faire passer la pilule. Et vous voyez que si vous cherchez sur Google, on vous explique que c'est faux de penser que ça peut avoir le moindre rapport avec ce qui est arrivé, avec tout plein de résultats probants dans cette direction. Alors,
même si on me dit que j'ai 5 minutes, je vais prendre 7 minutes, parce qu'il y a une chose intéressante dans la continuité de ce que Virginie nous a présenté hier. Si le confinement ne fait partie d'aucun textbook en épidémiologie, pourquoi au monde est-ce qu'on l'a adopté et comment est-ce que ça s'est fait? Et en fait, vous voyez, plan pandémie du CDC recommande au plus la mise en quarantaine volontaire. Ça, c'est le standard. Et puis, lorsque le verrouillage de la province de Hubei en Chine s'est produit, l'Organisation mondiale a fait « Oh, c'est nouveau, on n'a jamais fait ça dans l'histoire, depuis le Moyen-Âge ». Quelques jours après, le directeur de l'OMS dit qu'il était très impressionné par les résultats de ça et a félicité la Chine pour avoir établi une nouvelle norme en matière de réponse à l'épidémie et droit derrière, ce que la Chine a fait, vous devez le faire aussi. Sachant que Tedros a des liens directs avec la Chine et qu'il a été nommé à l'OMS par le pouvoir chinois, mais après que l'OMS est infiltrée par la Fondation Rockefeller et les fondations de Bill Gates et que McKinsey a coordonné la réponse sanitaire de tous les différents pays. Donc là, on voit la pieuvre et comment elle a mis en échec la vraie science avec un ensemble. Alors, Pierre a passé en revue très bien les études Pfizer. Je vous avais démontré en quoi c'est truqué. Pour ceux qui connaissent un peu la science, un intervalle de confiance qui va de moins 152% à 99%, ça, il fallait oser. Mais donc, dans les études Pfizer publiées dans le New England Journal of Medicine, tout est faux. Ça ne tient pas la route. Et c'est même du très mauvais travail, à vrai dire. Donc, tout ça, vous trouverez dans les slides que je vous donnerai. On a évidemment confondu. Et puis, il est impressionnant de voir comment la vaccination est efficace. Libération, bien sûr, l'opposition à la vaccination évoque ces enfants insupportables qui ont été élevés dans l'idée qu'ils étaient au centre du monde. Stigmatisation, psychopathologisation, et le chef de la task force suisse. Donc, en vérité, c'est ça. Nous avons affaire à des bouffons. Franchement, c'est du n'importe quoi, mais évidemment, tant que ça marche, ils auraient tort de s'en priver. La réalité, c'est plutôt ça. Je vois que le vaccin est efficace. Voilà, vous pouvez vous référer à mon article. Alors, je passe sur tous ces différents éléments qui continuent à montrer. L'étude Pfizer à 6 mois qui, en fait, et à 2 mois montre qu'il y a beaucoup plus de mortalité dans le groupe des vaccinés que dans les autres. Ça aurait dû signer l'arrêt immédiat. Et vous voyez qu'en fait, l'étude à 6 mois, c'est 1 mois après la deuxième dose. Comme étude à 6 mois, c'est pas mal, mais tout ça, ça figure dans les annexes. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de lire la recherche, ça vous échappe, vous lisez que les gros titres et ça a l'air convaincant. Alors, la justice a imposé à Pfizer qui voulait être protégé pendant 65 ans. Il y a des conflits d'intérêts absolument majeurs. Le BMJ est revenu à la charge. Tous ces articles qui demandent qu'on ouvre le débat sur ces questions-là. Pfizer ne répond jamais de manière convaincante à ces interpellations, et puis avec des aberrations. Vacciner les femmes enceintes, c'est interdit, verboten. Ça ne s'est jamais fait, ça ne doit pas se faire, c'est absurde, dangereux. Dans la revue médicale suisse, qui est un peu la vitrine de Big Pharma en Suisse, ils ont fait un article de propagande disant comment éviter grâce à la vaccination. Avec un ami chercheur, on a envoyé une lettre ouverte à laquelle ils n'ont jamais répondu. Et on voit que la Grande-Bretagne est en train de faire machine arrière, évidemment, mais on n'aurait même jamais dû entrer en matière. C'est de la folie. Notre ami Laurent Toubiana a vacciné des enfants avec un vaccin qui n'empêche pas la transmission pour protéger des personnes qui sont déjà vaccinées, restera dans les annales de la bêtise, si c'était que ça. Alors, terminer avec ce rappel de Hannah Arendt. Il faut confusionner les gens le plus possible pour qu'ils puissent plus savoir qu'est-ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Olivier Véran a prétendu que les essais de phase 3 étaient terminés depuis longtemps, un ministre de la Santé. Ils ont été prolongés jusqu'en juin 2024. Et non seulement ce type n'a pas été viré ou n'a pas démissionné, mais il a été nommé porte-parole du nouveau gouvernement. Et là, vous voyez Le Monde qui vient à sa rescousse en disant « Ouais, c'est vrai qu'il n'avait pas tout à fait raison, mais au fond, quand même, ce qu'il voulait dire n'est pas entièrement faux. » Vous voyez le contre-pouvoir. Ça, c'est le sommet de la perversité. Je prends encore 2 minutes. Récemment, il vient d'écrire un livre où il fait un mea culpa.
en disant, c'est vrai, il y a un endroit où on s'est trompé, c'est quand au début, on a fait croire aux gens que les masques n'étaient pas utiles, mais c'était de bonne foi, parce que c'est ce que l'OMS disait à ce moment-là. Et puis maintenant, heureusement, on sait que les masques sont efficaces. Et ça, c'est le sommet de la perversité. Parce que la vérité, c'est qu'on sait depuis toujours, et aujourd'hui encore, que les masques ne servent à rien. Donc c'est une pseudo-contrition qui renforce un mensonge avec le bénéfice au passage de le faire passer comme quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs, mais bien sûr, elles étaient de bonne foi. Donc ça, c'est le sommet de la manipulation perverse. Et le type est un orfèvre. On a corrompu les médecins, surtout en leur demandant de ne pas soigner les gens. Le paracétamol est un poison face au Covid. Et ne pas soigner les gens, c'est renier le serment d'Hippocrate. Ils avaient peur de mourir en voyant des patients, donc quelque part, ça a créé un conflit de loyauté dans leur esprit. Ça, c'est une lettre du médecin et du pharmacien cantonal à Genève menaçant les médecins qui utiliseraient de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine. C'est scandaleux. Aucune autorité politique au monde n'a le droit de dicter leur conduite aux médecins. Et à Genève, les autorités se permettent de faire ce qu'on aurait pu imaginer en Union soviétique ou sous l'Allemagne nazie, mais en aucun cas en démocratie. Les médecins ont touché des rémunérations scandaleuses pour les campagnes de vaccination. Les hôpitaux ont reçu des crédits pour chaque mort déclarée. Ils n'avaient pas l'obligation de tester. Il suffisait qu'il y ait un soupçon de Covid. Ils ont fait croire qu'ils étaient saturés alors que ça n'était pas vrai en Suisse aussi pour des raisons politiques et financières. Et puis ça, c'est le pompon. C'est aux États-Unis, 2,6 milliards de dollars ont été employés pour les primes aux enterrements. Vous voyez, 6 500 $ par mort dès lors qu'on attribuait la mort au Covid. Donc vous imaginez la famille qui est là, elle n'a pas les moyens, et on lui dit, mais attendez, si on le déclare comme Covid, à ce moment-là, vous allez toucher une aide de l'État. Ça vaut peut-être quand même la peine. Vous voyez le degré, c'est presque démoniaque. Enfin, c'est pas presque. Voilà, et donc nous sommes bel et bien dans une dérive totalitaire, dans une psychose de masse, avec une violation gravissime du code de Nuremberg, sur lequel tout le monde forme les yeux, qui est ce code qui dit que personne ne peut faire une expérience médicale sur vous sans votre consentement ou en vous contraignant d'une manière ou d'une autre. La violation des lois constitutionnelles, pénales, civiles, internationales sont massives. Donc nous avons aujourd'hui des gouvernements criminels, je le dis haut et fort, qui commettent des crimes à tour de bras. 10 idées pour réformer le CDC, je n'ai pas le temps. Mais déjà, arrêtez les mensonges, c'est Peter McCullough et Jay Bhattacharya, arrêtez de dire des mensonges, cessez de harceler et délégitimer les bons experts. Et puis le dernier, bien sûr, des poursuites judiciaires rapides contre ceux qui participent à ça. Et je terminerai presque avec la citation de Primo Levi. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. Et ça, et on va terminer sur la plus belle image du monde, celle qui va faire le plus de bien à votre cerveau après toutes ces choses un petit peu brutes de décoffrage. Mais aussi parce que c'est pour eux que nous nous battons. Merci.